Donc, je vais commencer la première partie pour parler des anneaux intracornéens. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Alors, dans la démarche, il y a deux choses. Il y a stabiliser la maladie et il y a améliorer la vision du malade. Améliorer la vision du malade, nous avons deux options. Il y a une option optique, c'est qu'on dit au patient, on va vous donner des lentilles de contact rigides ou sclérales et vous allez devoir continuer votre vie à porter des lentilles jusqu'à la fin de votre vie. Beaucoup de patients préfèrent l'option d'améliorer leur vision. C'est à ce moment-là qu'on rentre dans le contexte de chirurgie du kératocone. C'est-à-dire qu'on va essayer d'améliorer les aberrations que présente ce patient, que ce soit des aberrations de bas grade ou des aberrations de haut grade. Dans ces deux présentations, je vais parler juste de leur remodelage cornéen. Il y a les patients chez qui on va placer des anneaux intracornéens, on va dire pourquoi, un peu comment, on va voir un petit peu comment ça se passe, et le TopoLink dans un deuxième lieu. Donc, le mécanisme a déjà été présenté. Ce que je voudrais montrer, c'est que l'intérêt de l'anneau intracornéen, c'est d'améliorer la vision avec lunettes. Et pour savoir si un patient, avant de placer un anneau intracornéen, il faut qu'on soit sûr que le patient voit bien avec des lentilles. Parce qu'un patient qui ne voit pas bien avec des lentilles, il a d'autres problèmes. Donc, il faut qu'il ait une bonne acuité visuelle potentielle. Et il faut que le patient soit demandeur. Quelles sont les contre-indications? C'est les cas très très avancés, les cornées trop fines, les cornées trop cambrées. C'est-à-dire que là où le train est déjà passé, on ne peut pas le rattraper. Donc, c'est des cas qui sont très avancés. Et aussi les cas très très débutants. Attention, on ne met pas d'anneau intracornéen dans les cas très débutants parce que l'anneau intracornéen, il va absorber des aberrations, il va générer des aberrations. Il faut que la quantité d'aberrations qui va être absorbée va être plus importante que les aberrations qui vont être générées. Et bien sûr, on ne va pas le proposer chez des patients qui ne sont pas demandeurs. Ce n'est pas parce qu'il a un kératocone qu'on va lui placer obligatoirement une chirurgie quelle qu'elle soit. Il faut que le patient soit demandeur d'une amélioration de son acuité visuelle. Alors les problèmes du kératocone, ce sont les aberrations de bas grade et surtout les aberrations de haut grade qui sont au deuxième niveau, le coma, le tréfoil, etc. Alors, je vais parler des profils d'addition. Comment fonctionne un anneau? C'est ça le but. Comment fonctionne un intracornéen? D'ailleurs, le premier anneau intracornéen a été créé par Baraker justement pour traiter les myopies fortes. Et pour traiter une myopie comme ça, eh ben, on va devoir mettre un anneau circulaire. Quand on va traiter un astigmatisme, on va avoir un profil d'addition, on va mettre deux petits segments de part et d'autre. Et quand on va traiter un coma, il faut qu'on mette un segment, un demi-segment au niveau du côté où la cornée est plus bombée. Quand on a une high spherical aberration, c'est un mamelon central, et ben on va devoir mettre un anneau circulaire autour. Si on comprend tout ça, les astigmatismes secondaires, c'est-à-dire que ce sont des astigmatismes plus complexes, on va devoir mettre des segments de part et d'autre. Et c'est de ces schémas-là qu'on veut découler tous les schémas que vous connaissez. On va faire des assemblages. Les différents types d'anneaux, il y a différentes sociétés, il y a différentes tailles. Mais justement, c'est ces tailles-là et ces épaisseurs et ces angles qui vont nous permettre, en fonction du raisonnement et en fonction des aberrations qu'on veut traiter, à nous de choisir l'anneau, le bon emplacement et la bonne épaisseur. Donc il y a aussi des anneaux asymétriques dont le but est de traiter à la fois l'astigmatisme et la coma. Le but, c'est de réduire les aberrations, c'est d'améliorer l'acuité visuelle corrigée, et parfois on peut même améliorer l'acuité visuelle non corrigée. Donc notre premier ennemi finalement, ce sont les high order aberrations, et bien sûr, si on peut aussi traiter les low order aberrations, c'est-à-dire la myopie, donc elle sera la bienvenue. Il faut une stratégie, il faut déterminer un ensemble de choses. Quelle est la sphère du patient, quel est son cylindre, quelle est son acuité visuelle corrigée, quel est l'axe qu'on va traiter, quelle est la profondeur du tunnel, et moi j'ajoute la longueur axiale. Parce que quand on fait un ticket de réfraction sur un kératocone, vous trouvez moins 10, moins 12, vous faites la longueur, vous trouvez 23. Ce n'est pas un vrai myope. Donc attention, si vous aplatissez énormément un nœud qui n'est pas vraiment myope, vous allez avoir des patients de kératocone implantés qui vous disent « j'ai perdu la vision de près ». Attention, ne évaluez jamais, jamais, au grand jamais, le défocus sur la réfraction, ni sur la cycloplégie. Il y a un seul moyen pour l'évaluer, c'est la longueur axiale de l'œil. Donc je passe la profondeur du tunnel, toujours mettre un tunnel assez profond, sans bien sûr perforer. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments. Il ne va pas extruder, il ne va pas sortir. Et deuxièmement, ça vous laisse du stroma pour pouvoir faire un remodelage. Si vous mettez un anneau superficiel, vous ne pouvez pas faire de PKR plus tard.
Alors, ma méthode personnelle, je ne suis aucun nomogramme, j'ai mon propre raisonnement et je m'oriente vers mon examen du patient. Je ne peux pas programmer un anneau ou une réfractive chez un kératocone si je n'examine pas le malade, si je ne parle pas avec le malade. Déjà, je dois évaluer son besoin. Son âge, un patient de 50 ans, ce n'est pas un patient de 30 ans. Attention à la vision de près. Il y a le high order aberrations, on va faire des aberrométries de la cornée parce qu'on va traiter justement les aberrations cornéennes et non pas totales. S'il y a une cataracte, il ne faut pas l'inclure dans notre traitement. Et bien sûr, on va voir le coma, on va voir la Q-value. La Q-value qui est ce coefficient d'asphérécité de la cornée, plus la Q-value elle est négative, plus la cornée est cambrée, plus on est agressif dans le traitement. Alors, la longueur axiale aussi. Donc, quand on a... Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on met des asymétriques et des symétriques. Alors, ici, vous avez l'axe du coma qui est vertical et l'axe du cylindre qui est vertical. Eh bien, imaginez, on va faire cet assemblage pour traiter le cylindre, on met deux petits segments de chaque côté, et pour traiter le coma, on met un semi-anneau en inférieur. Et bien, c'est ce qui va donner ces deux anneaux symétriques de part et d'autre. Alors, quand l'axe, par contre, il est perpendiculaire, c'est ce qui explique le grand anneau d'un côté et le petit anneau de l'autre côté. Donc, tout est question de raisonnement. Après, on a une fiche de traitement, l'œil, etc. On rentre au bloc opératoire avec tous les éléments qui sont bien précis. Alors, l'implantation peut être faite mécaniquement. Donc, je vous déconseille de le faire mécaniquement, vous risquez d'avoir des complications. Par contre, avec maintenant le laser femtoseconde, c'est beaucoup plus simple. Je vous montre une petite vidéo qui montre. Donc là, je l'ai fait avec le laser Zimmer Z8. Là, la procédure, elle est simple. Techniquement, ça ne demande pas une longue courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage, elle est courte. La longue courbe d'apprentissage se fait dans la planification. La planification, il faut faire beaucoup de kératocones pour savoir placer quel anneau, à quel endroit. Certains se fient à des nomogrammes de société. Attention, les nomogrammes de société ne sont pas validés scientifiquement. Ce sont des nomogrammes de société qui ont un but commercial. La planification de l'anneau, la planification de chirurgie de kératocone, c'est un travail de médecin. Quand un rétinologue fait un pelage de membrane, ce n'est pas la société qui lui montre comment faire et quelle indication il va le faire. C'est lui, c'est son expérience. Donc la chirurgie des anneaux intracornéens, ça demande une dédication. En général, c'est des médecins qui sont spécialisés qui font ça et c'est en fonction du recul d'un nombre d'années. Les nomogrammes, c'est bien pour débuter. Faites quelques malades avec le nomogramme et votre recul après et vous allez modifier, vous allez améliorer votre technique. Donc là, c'est la technique de laser pour faire le tunnel. Ensuite, on va mettre un anneau. Donc sur le plan technique, le tunnel est déjà fait. On va juste insérer l'anneau qui est trop petit. Donc ça, il y a le son. Donc je vais passer rapidement pour montrer. C'est une chirurgie qui n'est pas difficile. Techniquement, ce n'est pas difficile. C'est le choix de l'anneau, l'emplacement et l'indication qui est difficile. C'est le plan de l'architecture qui est difficile, ce n'est pas l'exécution. Alors, comment évaluer les résultats? Ne jamais évaluer le résultat. Le problème des anneaux, c'est que souvent, ils sortent de chez nous, ils vont aller chez les confrères, ils font un ticket de réfraction et ils font des grimaces. Ah, vous avez encore l'astigmatisme, vous avez encore des choses comme ça. Ils font peur aux patients, alors que non. L'évaluation se fait autrement. Elle se fait de façon topographique, donc aberrométrique, et aussi en fonction d'une réfraction qui se fait de façon subjective. Et je dis bien que l'anneau intracornéen n'est pas un traitement final. Le traitement final viendra plus tard par un remodelage, par un topoliink. Ça, c'est une étude personnelle que vous voyez les courbes. Donc l'acuité visuelle monte. Cette semaine, j'ai eu 3 patients qui sont passés à 10 dixièmes. Donc, on a des résultats qui sont exceptionnels. Pas toujours. On ne va pas promettre à tout le monde des acuités qui sont très bonnes. Mais nous avons des bons cas comme ça. Donc, voilà. Alors, je passe à la... Alors, bien sûr, ça, vous avez un cas où il y a un anneau intracornéen et on peut mettre un implant FAC pour compléter. C'est un patient, par exemple, qui a une longueur axiale à 27 ou 28. Et dès le départ, on lui dit, monsieur, on va vous mettre un anneau. On va faire un topoliink, on sait que vous avez 27 de longueur axiale. Et vous êtes programmé pour un ICL plus tard, il le sait déjà d'emblée. C'est-à-dire que le plan thérapeutique d'un kératocone, c'est un projet sur 1 an. Ce n'est pas juste un acte et après le patient est déçu. Donc, établissez des protocoles sur 1 année.